Bonjour, Perrine Jean-Girard, psychologue clinicienne. Je vais continuer de vous parler des violences conjugales, mais du point de vue des enfants. Parce qu'évidemment, ce sont les premiers concernés, les premiers impactés. Il faut savoir que quand on a affaire à un pervers narcissique, souvent les problèmes démarrent pendant la grossesse ou à l'arrivée de l'enfant. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, le pervers il cherche à fusionner, le 1 plus 1 est égal à 1. À partir du moment où il y a quelqu'un qui fait du 3, ça fonctionne plus. Donc en général, la violence démarre quand il y a du 3. Le 3 pouvant être d'ailleurs un chat, un chien, un meilleur ami, le 3 pouvant être le travail, les parents, peu importe, mais souvent, quand l'enfant arrive, ils l'ont voulu, ils le souhaitent absolument, histoire que la femme soit sous emprise, mais dès que l'enfant est là ou qu'il prend de la place et qu'il a une individualité à part entière, c'est là que le cauchemar commence. Et évidemment, on le sait, pendant la grossesse, le bébé ressent tout l'état de tension qu'il peut y avoir, que peut vivre la mère, et ça donne des enfants qui sont agités, qui dorment mal, qui mangent mal, etc., qui sont tendus. Heureusement, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les autres podcasts sur la violence, le neurofeedback peut se faire sur les bébés et peut vraiment venir apaiser toutes ces tensions que le bébé a ressenties. Un enfant qui sent que ses parents se disputent, que le ton monte, que c'est fréquent, que la mère doit marcher sur des œufs, que la mère lui dit non mais attention parce que si tu fais ça après ton père va te taper, etc. et qui est sans arrêt en train de vouloir apaiser le comportement de l'enfant, ça devient une contrainte pour l'enfant, même si la contrainte est donnée par la mère, et ça devient une tension permanente dans le quotidien de l'enfant, qui est intimé d'être sage, qui est intimé d'avoir des bonnes notes parce que sinon ton père va mal réagir, qui est encore une fois souvent ces hommes violents sont du côté de la perversion narcissique, et l'enfant n'est qu'une extension du narcissisme du père ou de la mère, hein, parce que je redis que ça existe dans les deux possibilités. Donc tant que l'enfant renvoie une belle image narcissique, en général tout va bien. Et tant que l'enfant n'a pas une trop grande maturité, ça reste juste des parents qui sont dans le pouvoir, le contrôle, la domination. Donc l'enfant n'est pas libre, souvent ce sont des enfants très sages, ou alors qui vont être très rebelles à l'école parce qu'ils peuvent pas l'être à la maison. Si l'enfant a le malheur de tenir tête, alors là, les ennuis commencent. Et c'est souvent à l'adolescence que l'enfant commence à se rebeller sacrément et qui commence à dire non mais moi je peux pas vivre comme ça, et qui commence à vouloir fuguer ou à se scarifier ou à faire exprès d'avoir des mauvaises notes, enfin il peut y en avoir de toutes les couleurs, il y en a qui vont se teindre les cheveux, se mettre des piercings, enfin tout est possible, pour bien montrer aux parents que non, je ne serai pas comme tu souhaites que je sois. Il y en a qui vont choisir exprès des activités extrascolaires que le père déteste, et souvent d'ailleurs dans les fratries, il n'y a pas les mêmes positionnements, il y en a souvent un qui est très rebelle et qui est dans l'opposition, et l'autre qui est dans la soumission, il n'y en a pas un qui soit mieux que l'autre. Tant que le cerveau arrive à réagir, tout va bien. Là où vraiment il faut s'inquiéter, c'est quand l'enfant est pétrifié, qu'il est donc figé, hein, puisque vous savez que le cerveau, quand il y a une attaque, il a 3 réactions, il y a la sidération, la fuite ou l'attaque. La contre-attaque. Et souvent, malheureusement, ces enfants sont figés au bout d'un moment, ensuite ils sont beaucoup plus sensibles au harcèlement à l'école, et ça devient un climat permanent de tension, autant dans la famille que dans l'école ou le collège, et l'enfant commence à perdre sa joie de vivre, commence à pleurer dans les toilettes, et c'est là que les professionnels au collège sont vraiment très importants pour le repérage, pour le soutien, mais après, quel soutien proposer aux enfants ? De la même façon que pour les adultes, on peut les amener aux urgences pour faire constater
l'état psychologique dans lequel ils sont. On peut les emmener voir des psychologues ou des pédopsies. Après, malheureusement, très peu sont suffisamment formés et des fois j'entends des choses hallucinantes dans le suivi qui est proposé. Alors souvent, on va accuser les mères, hein, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, mais on va aussi accuser les enfants. Et il y a un super terme à la mode qui s'appelle l'aliénation parentale, et on va expliquer qu'aux enfants, oui, tu mens, oui, bon après non, c'est pas vraiment des mensonges, c'est que tu adaptes ton discours en fonction de à qui tu parles, parce que t'as bien compris qu'il y en a un à qui il faut dire ça, l'autre à qui il faut dire ça, mais en fait l'enfant il est super adaptable, malheureusement, et souvent les gens n'ont pas compris à qui ou à quoi l'enfant s'adapte. Et il s'adapte au conflit parental qui ne s'appelle absolument pas conflit parental à partir du moment où il y a de la violence. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs, de psy et de pédopsies qui viennent parler de conflit parental. À partir du moment où il y en a un des deux qui est dans la domination sur l'autre, on ne parle plus de conflit, on parle de violence. Et on a tendance à dire que les enfants sont des dommages collatéraux. Non, eux aussi, ils sont les victimes de la violence conjugale. Ils sont là, ils entendent les cris, ils voient les coups, ils sont souvent en première loge, et même s'ils sont tout petits, ils sont déjà dans le trauma de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont eux-mêmes très souvent subi. Souvent la mère essaye de les protéger et c'est pour ça qu'elle prend cher, ou alors il y en a un des enfants qui essaye de protéger la mère, qui essaye de protéger les frères et sœurs, etc. Et ça devient le jeu de qui arrivera à être le sauveur de la famille. Et quand ces personnes demandent de l'aide, malheureusement, encore aujourd'hui en 2023, j'ai l'impression que les pouvoirs publics, les services sociaux, les pédopsies et même la plupart des psychologues ne sont pas en capacité de repérer ces situations et de venir en aide aux enfants. Il y a une pédopsie qui a osé dire à une ado, mais enfin... il faut que t'arrêtes de mettre tout sur le dos de ton père, tu vois, là, quand tu me parles de tes problèmes au collège ou avec les profs, ça n'a rien à voir avec ton père. Et évidemment que si. Quand je l'écoute, cette ado, moi j'entends qu'elle avait une vie normale avec ses copains, mais comme il s'est passé beaucoup de problèmes avec son père, sa vie est devenue très différente, elle en a parlé aux copines, qui s'en sont servies contre elle pour la harceler, qui l'ont humiliée devant tout le monde, qu'elle s'est mise à pleurer tous les jours à cause de son père, ce qu'elle ne faisait pas avant, qu'elle était radieuse, et forcément, quand tu commences à pleurer tout le temps, tes copines se détournent de toi, et puis on te juge, et puis... Donc oui, tout tourne autour de ça. Et les professeurs qui te demandent « Hey, concentre-toi en classe !» alors que tu es sans arrêt en train de repenser à ce que tu vis, que tu es sans arrêt en train de chercher une issue dans ce problème qui est insoluble, puisqu'évidemment, si les mères essayent d'entendre ce que vit leur enfant, on va leur dire « Ah, mais non, mais madame, vous avez coupé les liens », alors qu'on sait qu'un ado, on ne peut pas le contraindre, quand on sait qu'un ado, son père est censé venir le chercher à la sortie du collège, ou en général il rentre tout seul, s'il rentre pas chez son père et qu'il préfère rentrer chez sa mère, comment peut-on accuser la mère ? Ça, je ne comprends toujours pas, mais de toute façon, encore aujourd'hui, les hommes... Un ami à moi avait trouvé sur internet des informations statistiques, il faudrait que je les retrouve. La parole de l'homme fait beaucoup plus foi que la parole de la mère, et encore plus que la parole de l'enfant, comme si l'enfant n'était pas crédible. C'est exactement la même chose que sur la douleur, le podcast que j'ai fait sur la douleur de l'enfant. On ne croit pas l'enfant, et je ne comprends pas comment, aujourd'hui en 2023, on en est encore là. Un enfant, il s'amuse pas à dire qu'il a mal à la tête s'il a pas mal à la tête, ou à dire qu'il a mal au genou. C'est pas quelque chose qu'on invente. Et en plus, quand on lui demande de décrire, ils savent décrire. Ça arrive, évidemment, ça arrive. Qu'il y en ait qui surajoutent. Ça arrive aussi, j'ai dû en avoir un. Ça fait 20 ans que je suis psychologue, j'ai dû avoir un enfant où j'ai vraiment vu qu'il me pipotait quand il me parlait de douleur. Mais dans le 99% des cas, on doit croire les enfants. Alors oui, il peut y avoir exceptionnellement de l'aliénation parentale, mais encore une fois, quand on fait l'histoire du couple,
quand on voit les événements factuels et que on ne se laisse pas prendre par les discours et les blablas, mais souvent la justice, les services sociaux ne regardent pas les preuves et disent nous, on est là juste pour faire une enquête. Et on n'est pas la police. Puis quand vous allez voir la police, ils disent ah mais nous, on n'est pas les enquêteurs, hein. Voilà, et chacun se renvoie la balle, et au bout du bout, les décisions sont prises sur des on-dit avec des pages et des pages de rapports. Et j'ai vu tellement de familles dans ces situations-là, et malheureusement j'ai pu le vivre également, et je trouve que c'est un scandale. Parce que quand on est pris dans la machine à broyer, on devient la personne montrée du doigt, alors qu'on n'a fait qu'essayer de protéger ses enfants, et non seulement les enfants ne sont pas crus, mais en plus, on leur ordonne de se remettre dans une situation de danger, on menace leur mère de la mettre en prison si jamais ils retournaient chez elle pour se protéger, et en plus du plus, on les fait passer pour des menteurs, et ils savent que tous les adultes censés protéger les enfants, les services sociaux sont là pour protéger les enfants, les juges aussi, ne sont pas là pour les écouter, pour les entendre. Donc ils ont cru, ils se sont sentis entendus, mais la décision n'est pas du tout allée dans le sens, parce que ce ne sont pas les enfants qui décident. Donc on peut demander à l'enfant qu'est-ce qu'il souhaiterait, il peut donner des arguments tout à fait valables, et au bout du bout, depuis ces quelques toutes petites dernières années, le droit du père prime, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas réussi à prouver qu'il a fait des choses graves, alors le père a le droit de voir ses enfants. Même si un enfant de 13 ans, 14 ans demande à ne plus le voir ou à moins le voir, eh ben non, le droit du père prime. Voilà où nous en sommes en 2023 en France. Et on force les mères à faire des médiations familiales, à maintenir un lien avec le père, on leur intime d'arriver à être dans une relation tout à fait normale de coparentalité, comme si de rien n'était. Et alors c'est là aussi qu'on voit le comportement des pervers, j'ai oublié de le préciser, très important. Ils peuvent être dans un conflit majeur, vous hurler dessus dans la cuisine, ils peuvent vous jeter au sol, vous traîner par terre, et ensuite, 3 secondes après, être à table en train de manger avec vous comme si de rien n'était. Alors ça, c'est le propre de la perversion, c'est qu'il y a un déni massif, et en quelques minutes, ils ont oublié. Leur cerveau a tout effacé, et ils peuvent tout à fait avoir l'air complètement apaisés, normaux, gentils, et là, les personnes qui vont venir disent « mais on ne voit pas du tout la personne que vous nous décrivez par ailleurs ». Et c'est là que certains vont essayer de filmer, parce qu'il n'y a que comme ça que, souvent, le pervers, c'est lui qui a le monopole de tous ces outils-là de surveillance, et donc il vous prend au piège, et c'est là que la violence est encore pire, donc la plupart des femmes, malheureusement, n'ont pas de preuves, encore une fois. Pour clôturer ce dernier podcast sur le sujet, encore que peut-être que vous aurez plein de questions à me poser, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'adore les questions, c'est comme ça que j'ai appris mon métier depuis 20 ans, c'est en écoutant les hommes, les femmes, les enfants, les bébés aussi, parce que c'était ma spécialité au départ, écouter les pleurs des bébés, les différents pleurs des bébés, les symptômes, et comprendre ce qui se passe quand il n'y a pas encore la parole. Plus vous me poserez des questions, plus je pourrai affiner mes réponses pour vous aider de loin à trouver des solutions pour être plus apaisé, serein, sereine, et que vos enfants soient en sécurité. Très bonne journée!